Charles Darwin, L'origine des espèces, épisode 25, chapitre 7, partie 2. L'habitude de pondre des œufs dans des nids étrangers s'observe chez différents oiseaux, quoique jamais chez le coucou d'Amérique, avantageuse au coucou d'Europe. Elle l'affranchit d'un certain inconvénient lié à la discontinuité des périodes de ponte et à la migration saisonnière. Instinct esclavagiste des fourmis. Exemple de la diversité spécifique et géographique de l'instinct esclavagiste des fourmis, lequel peut être relié à une habitude antérieure de capture de nymphes, d'espèces étrangères destinées à servir de nourriture. Instinct de la construction des cellules chez l'abeille domestique. La capacité des abeilles à construire les prismes hexagonaux qui composent les rayons de leur ruche suivent un modèle qui permet de stocker, par une quantité donnée de cire, la plus grande quantité possible de miel. Apparaît comme un perfectionnement de la pratique du bourdon, qui recourt à un vieux cocon, et de celle de la mélipone, qui construit des rayons cylindriques. Application de principes de la sélection naturelle à la division du travail dans certaines communautés d'insectes, difficultés liées à la stérilité des fourmis ouvrières, de légères modifications de structure ou d'instinct, en corrélation avec la stérilité de certains membres de la colonie, s'avèrent avantageuses à celle-ci. Les mâles et les femelles fécondes prospèrent et transmettent à leur progéniture féconde la même tendance à produire des membres stériles présentant les mêmes modifications. C'est grâce à la répétition de ce procédé que s'est accumulée peu à peu la différence qui existe entre les femelles stériles et les femelles fécondes de la même espèce, fréquente chez nombre d'espèces d'insectes vivant en société. Résumé. J'ai cherché dans ce chapitre à démontrer brièvement que les habitudes mentales de nos animaux domestiques sont variables et que les variations sont héréditaires. J'ai aussi, et plus brièvement encore, cherché à démontrer que les instincts peuvent légèrement varier à l'état de nature. Comme on ne peut contester que les instincts de chaque animal ont pour lui une haute importance, il n'y a aucune difficulté à ce que sous l'influence de changements dans les conditions d'existence, la sélection naturelle puisse accumuler à un degré quelconque de légères modifications de l'instinct, pourvu qu'elles présentent quelques utilités. L'usage et le défaut d'usage ont probablement joué un rôle dans certains cas. Je ne prétends point que les faits signalés dans ce chapitre viennent appuyer beaucoup ma théorie, mais j'estime ainsi aussi qu'aucune des difficultés qu'il soulève n'est de nature à la renverser. D'autre part, le fait que les instincts ne sont pas toujours parfaits et sont quelquefois sujets à erreur, qu'aucun instinct n'a été produit pour l'avantage d'autres animaux, bien que certains animaux tirent souvent un parti avantageux de l'instinct des autres, que l'axiome natura non factis saltum applicable aux instincts aussi bien qu'à la conformation physique s'explique tout simplement d'après la théorie développée ci-dessus, et autrement reste inintelligible, sont autant de points qui tendent à corroborer la théorie de la sélection naturelle. Quelques autres faits relatifs aux instincts viennent encore à son appui. Le cas fréquent, par exemple, d'espèces voisines mais distinctes, habitant des parties éloignées du globe et vivant dans des conditions d'existence fort différentes, qui cependant ont conservé à peu près le même instinct. Ainsi, il nous devient facile de comprendre comment, en vertu du principe d'hérédité, la grive de la partie tropicale de l'Amérique méridionale tapisse son nid de boue, comme le fait la grive en Angleterre, comme encore le troglodyte mâle, Troglodytes, de l'Amérique du Nord, construit des nids de coques, dans lesquels il perche, comme le mâle de notre troglodyte, habitude qui ne se remarque chez aucun autre oiseau connu. Enfin, en admettant même que la déduction ne soit pas rigoureusement logique, il est infiniment plus satisfaisant de considérer certains instincts tels que celui qui pousse le jeune coucou à expulser du nid ses frères de lait, les fourmis à se procurer des esclaves, les larves d'ichneumon à dévorer l'intérieur du corps des chenilles vivantes, non comme le résultat d'actes de création spéciaux, mais comme de petites conséquences d'une loi générale qui conduit au progrès de tous les êtres organisés, à savoir la multiplication, la variation, que le plus fort vive et que le plus faible meure.